Aujourd'hui, on va parler de ce que certains considèrent comme l'un des plus grands héros nationaux de notre pays, et non, ce n'est pas Zinedine Zidane. Tous les Français connaissent Vercingétorix, grand chef de guerre qui mena la résistance des Gaulois face aux légions du proconsul Jules César. Mais bien que son nom soit connu de tous, est-ce que beaucoup connaissent vraiment son histoire? Eh bien c'est ce que nous allons voir au travers de cette vidéo, mais la réponse est non. On ne compte pas le nombre d'œuvres évoquant la vie de Vercingétorix. Je pense notamment au film Vercingétorix, la légende du roi druide, qui rêvait de se voir en Brevard ou Gladiator français, mais sur ce coup-là, il s'est un petit peu raté. Parce que ouais, il faut le dire, le film est très mauvais. Et en plus nous conte une histoire totalement ubuesque de la vie du Gaulois. C'est Christophe Lambert qui campe le rôle de Vercingétorix, et admirez cette fabuleuse moustache. Et oui, ce film fait partie de la longue liste de films que Christophe Lambert n'aurait peut-être jamais dû accepter. Coucou. Je pense d'ailleurs que ça ferait un très bon sujet pour la chaîne d'Histoire appliquée. On ne compte plus le nombre de bandes dessinées, jeux vidéo ou œuvres littéraires dans lesquelles il apparaît, le nombre de bars et auberges qui s'inspirent de ce personnage, bref. Vercingétorix, on le voit un petit peu partout et tout le monde le connaît. Mais tout ça, ça ne nous dit rien sur qui était vraiment le Gaulois. Du coup, qui était-il? Pour bien comprendre qui était Vercingétorix, il faut comprendre le contexte dans lequel il a vécu. Tout d'abord, il faut savoir que la Gaule, c'était pas du tout une nation unie comme l'est la France aujourd'hui. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, la Gaule, il fallait voir ça plus comme une mosaïque de plusieurs tribus celtes, avec des disparités énormes et souvent en conflit. Les Gaulois étaient très loin d'être unis, bien au contraire, il fallait plutôt voir ça comme un gros bordel organisé entre les différents clans. À cette époque, les peuples de la Gaule, notamment ceux assez proches de la République romaine, adoptaient déjà de plus en plus le mode de vie de ces derniers. D'après César, les Gaulois s'étaient assagis et civilisés et ne représentaient plus les farouches guerriers qu'ils furent un temps. Certains Gaulois avaient même déjà romanisé leur nom, mais ça, on y reviendra un petit peu après. C'est cette disparité entre les différents clans gaulois qui fait que la Gaule était déjà en difficulté avant même que César n'aille les embêter, notamment face aux invasions des peuples germains venant d'au-delà du Rhin. Avant que la guerre des Gaules ne débute, nous sommes donc déjà face à une Gaule fragile. Et c'est là qu'entre en scène, en 58 avant Jésus-Christ, un Romain pas encore très connu, mais qui va faire parler de lui. Ce Romain bourré d'ambition, c'est Caius Julius Caesar, que vous devez certainement connaître sous le nom de Jules César. Ayant eu à sa charge par un heureux concours de circonstances la Gaule transalpine, déjà sous domination romaine, César va profiter de ses moyens et de la fragilité de la Gaule pour y asseoir sa place, tout d'abord en les brossant dans le sens du poil. Il commença en massacrant les Helvètes que les Gaulois voyaient comme de terribles futurs envahisseurs. Suite à cela, une grande partie des peuples gaulois vinrent à lui pour le remercier et le supplier, selon César, d'en faire de même contre les Germains menés par leur chef Arioviste. Promu alors comme le bouclier de la Gaule, César monta ainsi au nord avec son armée de 50 000 hommes et défonça les Germains qui foutaient le boxon au sud des Vosges, et les chassa dans les territoires germaniques, décidant ensuite de lui-même d'une frontière bien définie entre Gallia et Germania, le Rhin. Ensuite, comme pour confirmer que c'était désormais lui qui occupait la Gaule, il ira en -57 croiser le fer avec les peuples belges que sont les Bellovaques, les Nerviens et les Atuatuques. Il détruira ensuite l'immense flotte des Vénètes dans le golfe du Morbihan, coupant l'accès des Gaulois à Britannia. De par ses différentes campagnes éclairs, César imposera sa présence sur cet immense territoire de 500 000 km² avec seulement 50 000 hommes. Ce qui était un exploit stratégique et politique considérable à l'époque, bien qu'il fût énormément aidé par beaucoup de peuples gaulois. Malheureusement, bien que reconnaissant envers le proconsul, la présence de plus en plus importante des Romains va finir par un petit peu titiller les Gaulois. César s'immisçait de plus en plus dans le jeu des alliances politiques et des affaires des clans gaulois, ce qui finissait par ne plus trop leur plaire. Du coup, à force, certains peuples gaulois finissent par se chauffer sévère et les druides firent un appel à la révolte en -53 dans toute la Gaule. Bon ben révolte. Ah. Et c'est là que notre ami Vercingétorix entre en action à l'aube de l'année -52.
La vérité, c'est qu'on ne sait pas grand-chose sur la vie du Gaulois avant sa confrontation avec les armées romaines. Ce que l'on sait, c'est que Vercingétorix était le fils de Cétilios, sans doute vergobré du peuple arverne à l'époque. Si vous vous demandez ce qu'était qu'un vergobré, César nous explique que c'était un élu gaulois choisi par les druides du peuple concerné, qui possédait certains droits suprêmes comme celui de vie ou de mort, ou de mobilisation de l'armée pour la défense du territoire. Sauf que ce bon vieux Celtilios, il avait des ambitions qui n'ont pas énormément plu à ses collègues arvernes. En effet, celui-ci aurait voulu retourner le peuple arverne sous une royauté et se soulever contre les légions romaines. Sauf que les nobles arvernes pro-romains, ils ont pas bien apprécié et ils l'ont fait cramer. Mais qu'est-ce que vous comptez faire avec ça à la fête du printemps? Faire cramer. Quoi? Mais vous plaisantez! Vous me dites, il faut quelque chose de festif. À partir de là, on sait pas vraiment ce qu'a vécu Vercingétorix. Il aurait sans aucun doute rejoint les contingents gaulois qui travaillaient pour l'armée romaine, notamment pour renforcer la cavalerie, et serait peut-être même devenu un officier important de l'armée de César. C'était donc quelqu'un qui connaissait extrêmement bien les Romains, et César le nommait plusieurs fois traître dans ses textes, ce qui conforte un petit peu cette théorie. Suite à l'appel des druides, Vercingétorix, alors âgé d'une trentaine d'années, revint chez lui et prit la tête du parti anti-romain comme son père à l'époque, mais l'oncle de Vercingétorix, Gobanicio, chef du parti pro-romain, le chassa de Gergovie. Vercingétorix rallia alors en premier ceux que César nommait les miséreux et la canaille. Rassemblant alors un grand nombre de Gaulois de basse naissance venant de la campagne, il gagna en crédit auprès des nobles Gaulois, dont les Arvernes après son retour à Gergovie. Et de fil en aiguille, il leva une puissante insurrection contre le proconsul Jules César. C'est peut-être à ce moment-là d'ailleurs qu'on le nomma Vercingétorix, ce qui voudrait dire chef suprême des guerriers ou le roi suprême de ceux qui marchent vers l'ennemi. Tous les peuples de la Gaule ralliés sous sa bannière lui donnèrent alors les pleins pouvoirs, et c'est ainsi qu'il devint le roi des Gaulois. Connaissant très bien les Romains et sachant qu'il ne pourrait pas les affronter en face à face, Vercingétorix opta pour une stratégie très audacieuse mais coûteuse pour son peuple, la stratégie de la terre brûlée. En effet, comme je vous l'ai dit plus tôt, César contrôlait un territoire de 500 000 km² avec seulement 50 000 hommes, plus les nombreux contingents gaulois qui l'aidaient, comme par exemple les cavaleries éduennes. Et ça, c'était beaucoup dû au fait que César avait mis en place des points de ravitaillement à des endroits très stratégiques, permettant à son armée de se déplacer de manière optimale. Avec cette stratégie de la terre brûlée, de nombreuses fermes et villes furent détruites par leurs propres habitants, réduisant en cendres toute l'organisation des armées romaines. Et histoire d'encore plus réduire le moral des légions, Vercingétorix opta pour une stratégie de harcèlement en effectuant des raids éclairs sur les détachements romains en déplacement. Mais il évitera toujours l'affrontement direct. César doit alors faire un choix, retirer ses troupes avant qu'elles ne s'épuisent ou s'enfoncer dans les terres gauloises pour trouver un moyen de ravitailler ses troupes. Pour la suite des événements, nous allons nous rendre au musée de Gergovie, à côté de Clermont-Ferrand, en Auvergne, où une personne bien calée dans l'histoire de la terre des Gaules va vous raconter la suite des événements. Donc du coup, on se retrouve au musée de Gergovie avec Arnaud Pocris, qui est du coup le directeur culturel du musée. Et je me suis dit que ça serait plus intéressant que ce soit vous qui nous racontiez un petit peu comment s'est déroulée la bataille de Gergovie. Qu'est-ce qui nous a amené ici, pourquoi Vercingétorix est venu se replier à Gergovie. Donc voilà, je vous laisse un peu nous expliquer tout ça. Alors, tout d'abord, Vercingétorix c'est un arverne. Donc effectivement, on peut supposer que Gergovie fait partie des villes qu'il connaît bien, des sites qu'il connaît bien. Et avec un premier épisode marquant en fait dans cette poursuite ou cette guerre entre César et Vercingétorix, qui est la prise d'Avaricum. En fait, Avaricum, c'est donc la ville de Bourges aujourd'hui, donc qui se trouve sur le territoire des Bituriges, et qui en fait est une ville parmi les plus belles villes de Gaule, selon les Bituriges d'ailleurs, mais certainement que c'est vrai, et qui est une ville dont les habitants ne veulent pas qu'elle soit brûlée par Vercingétorix, ce qui va occasionner un siège des Romains devant Avaricum. Siège qui sera remporté, finalement, en tout cas, au duquel César va parvenir à prendre la ville et à du coup faire main basse sur toutes les réserves de la ville qui lui permettent de se ravitailler pour la suite de la campagne. S'ensuit une course-poursuite de part et d'autre de l'allié en territoire arverne, donc les Romains étant sur la rive droite et les Gaulois sur la rive gauche, et se faisant face donc, et puis Vercingétorix faisant couper tous les ponts, détruire tous les ponts devant l'armée romaine.
On nous a bombardés par en dessous, chef. Finalement, César parvient à franchir l'Allier et poursuit Vercingétorix jusqu'à Gergovie. D'accord. Et donc un oppidum, donc une ville fortifiée sur une position quasi imprenable. Vercingétorix s'enferme dans l'oppidum et César, quelle stratégie du coup il décide de mettre en place au moment où il arrive devant l'oppidum? Alors d'abord Vercingétorix donc effectivement prend place dans l'oppidum mais aussi autour de l'oppidum puisqu'il est à la tête d'une armée relativement nombreuse et lorsque César arrive, il installe son camp sur un léger rehaussement en fait de la plaine sur la commune actuelle d'Orsay, où il installe donc son camp principal. Première étape, eh bien, il va tenter peut-être un encerclement, et la première étape de cet encerclement, c'est la prise d'un camp gaulois qui se trouve au sud de l'oppidum, qu'on appellera ensuite le Petit Camp. Donc au cours de la nuit, il lance une attaque pour déloger les défenseurs gaulois, et installer ici un deuxième camp dans lequel il va installer 2 légions. Suite à ça, eh bien, il va être pris par d'autres affaires en fait. Il s'appuie sur des peuples gaulois qui lui sont fidèles, notamment les Éduins, et il se trouve que chez les Éduins, il commence à y avoir des dissensions entre ceux qui sont partisans de rester fidèles à César et puis ceux qui veulent peut-être glisser du côté de Vercingétorix. Ouais. Donc pour régler ces affaires-là, il est obligé de s'absenter pendant quelques temps. Et pendant ce temps-là, eh bien, les cavaliers gaulois vont lancer un certain nombre d'attaques contre le camp. Alors évidemment, c'est plutôt des tactiques de harcèlement. Le harcèlement, oui. Voilà, jamais d'affrontement vraiment direct. Exactement. Voilà, donc le camp est un peu fragilisé du fait de l'absence de César et de troupes qui l'accompagnent. Donc ça c'est la première étape, et donc César règle ses problèmes avec les Éduins. Il est prévenu de ces attaques de harcèlement menées par les Gaulois. Du coup il revient précipitamment dans le grand camp et il décide de lancer une attaque, mais sachant qu'il n'a plus le temps de mettre en place un encerclement du site, qui en plus est très difficile du fait de la topographie. Donc il lance une attaque de diversion. Il va faire croire aux défenseurs gaulois qu'il va les attaquer par l'ouest, en lançant une légion, des muletiers déguisés en cavaliers, dont l'ordre est de faire le plus de bruit possible, le plus visible possible. Ouais. Et puis du coup, l'idée étant que les défenseurs gaulois se massent au maximum du côté ouest de l'oppidum pour le défendre. Et pendant ce temps, il fait passer des légionnaires dans le Petit Camp et il lance une attaque par le sud. D'accord. D'un côté où, a priori, les Gaulois ne s'attendent pas à être attaqués. Donc cet assaut est lancé, rapide, évidemment, puisqu'il faut jouer sur l'effet de surprise. Et les Romains prennent pied dans des premiers camps qui sont au pied de l'oppidum, en fait, sur les terrasses au pied. Et finalement, évidemment, l'attaque provoque des cris des défenseurs de l'oppidum, et les défenseurs qui étaient massés à l'ouest reviennent à bride abattue avec leurs cavaliers et leurs fantassins aussi, et repoussent violemment les légionnaires romains. D'accord. Très bien. Et finalement, César, subissant d'énormes pertes, certainement minimisées dans son texte, est contraint de lever le camp et de rejoindre en fait d'autres légions qu'il a en Gaule, qui sont du côté de Lutèce, pour évidemment éviter de ne pas être coupé du reste de son armée. À partir de cette bataille, une bonne majorité des peuples gaulois se retrouvèrent sous la bannière de Vercingétorix. Galvanisé par sa victoire et sachant son ennemi en pleine retraite, Vercingétorix mit fin à sa stratégie attentiste et lança un assaut sur les légions romaines. Il mobilisa une grande partie de sa cavalerie pour donner un coup fatal à César. Épuisé et le moral dans les chaussettes. Mais c'était sans compter sur le dernier recours de César, les Germains. Et oui, voulant éviter au maximum d'engager ses troupes en retraite dans une bataille, il recruta au dernier moment des cavaliers germains, allant même jusqu'à leur donner ses propres chevaux.
L'armée de Vercingétorix se fait alors complètement défoncer par la cavalerie germaine et abandonna son ultime assaut sur les légions de César. Ce fut là l'erreur stratégique qui amènera à la future défaite des insurgés. Le Gaulois regroupa alors ses forces à Alésia, faisant appel aux autres peuples gaulois pour former une armée de renfort et venir l'aider. César quant à lui abandonna son idée de retraite et sut qu'il n'avait que très peu de temps pour assiéger Alésia avant l'arrivée des renforts gaulois. Il fit donc demi-tour et monta d'immenses doubles fortifications autour d'Alésia. Une pour empêcher toute sortie possible des armées de Vercingétorix et une autre pour résister face aux renforts gaulois, que selon le Romain s'élevait au nombre de 250 000 hommes. Malgré leur nombre affolant, les renforts gaulois se casseront les dents sur les défenses romaines et sur la cavalerie germaine, abandonnant Vercingétorix à son triste sort. Au bout de 40 jours de siège, voyant son peuple mourir de faim, Vercingétorix finira par se rendre aux armées de César. Cette scène ô combien culte fera l'objet de nombreux fantasmes auprès des peintres du 19e siècle, comme ce magnifique tableau de Lionel Royer que vous avez certainement déjà dû voir. Lorsque Vercingétorix jeta ses armes aux pieds de César et s'agenouilla devant son ennemi, il mit fin à l'insurrection gauloise. Et la Gaule, malgré quelques poches de résistance qui perdurent un temps, devint peu à peu une province romaine. Jeté au fer à Rome durant à peu près 6 ans, Vercingétorix sera exhibé lors du triomphe de César en -46. Et après, j'ai pas réussi à trouver comment il a vraiment fini et je ne sais même pas si on le sait. Certains pensent qu'il a été exécuté dans sa prison, César ayant un minimum de respect pour le Gaulois et ne voulant pas exhiber sa mort en public. On pense aussi qu'il aurait pu faire ça pour éviter que Vercingétorix ne devienne un martyr, et ainsi donner une raison à d'autres peuples de s'insurger contre Rome. Quoi qu'il en soit, il disparut aux alentours de cette date, et plus jamais on n'entendit parler de Vercingétorix. Ce qui est sûr, c'est que depuis Napoléon III, Vercingétorix est vu comme un héros national par une grande majorité des Français. Mais son histoire a largement été fantasmée par les écrits de la fin du 19e siècle, bien qu'elle reste tout à fait passionnante si on s'intéresse aux stratégies militaires de l'époque. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai quelques remerciements à faire et notamment au musée de Gergovie qui a accepté de faire cette vidéo avec nous. En plus avec mon frère on a eu le droit à une visite privée du musée pendant presque 1 heure donc c'était vraiment trop bien. Je vous invite vraiment à aller voir ce musée si vous êtes de passage vers Clermont-Ferrand, c'est juste à côté. Un grand merci aussi à Thibaut d'Histoire Appliquée qui a accepté de prendre du temps pour relire mon script. En tout cas vraiment un grand merci pour le musée qui a accepté de nous accueillir et de nous partager leur savoir. Je vous mets tous les liens dans la description si vous voulez avoir la moindre information sur le musée. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux, vous les connaissez, Facebook, Twitter, Instagram. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle entrée en lice.